s'est placé sur le plan du public, c'est-à-dire vous avez été concerné par ce que vous a dit Romain, parce que vous êtes des lecteurs, des téléspectateurs, des militants, etc. Moi, je vais vous parler de ces malheureux journalistes. Bon. Alors, j'ai été journaliste pendant 16 ans. Pendant toute cette période, il y a eu énormément de bouleversements dans le journalisme. C'est une période qui s'est allée en gros du milieu des années 80 jusqu'à 2000 à peu près. Donc moi je suis rentrée à cette période-là et je suis sortie en 2000. Je suis entrée avec passion, je suis sortie en claquant la porte et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vais vous raconter deux petites anecdotes et ensuite eh bien, on élargira. Alors généralement je fais le contraire. Je commence par prendre un grand champ très large, mais cette fois-ci on va faire le contraire parce que les anecdotes sont significatives. Alors j'étais chroniqueuse judiciaire parce qu'il faut que vous sachiez que dans les rédactions, les rubriques sont genrées. Hein. C'est-à-dire que vous avez l'économie, le politique qui est réservé aux hommes généralement, et la santé, l'éducation et la justice réservée aux femmes. Quel hasard. Donc je me suis retrouvée d'abord à faire de l'éducation, la page éducation, hein, je m'occupais des collèges, des lycées, des écoles, et ensuite eh bien, la chronique judiciaire parce qu'il manquait quelqu'un. Bien sûr. Alors, du coup on a dit tiens, pourquoi pas une femme. Donc, je me suis retrouvée à faire la chronique judiciaire, à la fois au tribunal correctionnel, qui juge, comme vous le savez, les délits, et à la cour d'assises, qui juge les crimes. Donc, les deux anecdotes dont nous allons parler, ce sont des articles que j'ai produits à partir de, d'abord, le tribunal correctionnel avec un délit, et de l'autre côté, la cour d'assises avec un crime. Donc, la première anecdote, c'est deux jeunes gens qui s'arrêtent près d'une propriété, qui passent, ils arrêtent leur voiture, ils passent sous la clôture et ils vont faire l'amour dans un champ. Et le propriétaire passe par là avec son fusil et il leur intime l'ordre, il les a vus passer sous la clôture et il leur intime l'ordre de foutre le camp. Donc les gamins se lèvent, hein, ils sont très jeunes, ils se lèvent et ils commencent à courir. Et lui, il les prend avec son fusil, il leur tire dans le dos. Le garçon est atteint à l'épaule, la fille à la joue. Et comment vous diriez-vous, c'est un délit ou c'est un crime? Un crime. Eh bien non, c'est un délit, parce que le propriétaire, il est propriétaire. Ah, il est propriétaire et il est en légitime défense, parce qu'il était vachement menacé. Hein. On était entrés dans sa propriété, les enfants. Hein. Bon, alors du coup, c'est ce qu'on appelle un crime correctionnalisé. Donc on se retrouve au tribunal correctionnel, et au tribunal correctionnel, eh bien, le Hobereau, qui avait un manoir en plus quand même, et puis qui connaissait du monde un peu partout, dans le monde politique notamment, mais aussi chez les magistrats, il n'a pas obtenu une peine très lourde. Bon. Du coup, moi, il faut que j'écrive un article. Donc on replace son nom du côté de la journaliste quand même, hein, alors qui était déjà un petit peu militante quand même, il faut bien dire. Donc quand je vois ça, eh ben, j'arrive, je tape mon article, et je termine en faisant un commentaire, car vous savez, les faits sont têtus, mais le commentaire est libre, dans le journalisme. Donc je fais un petit commentaire en disant, tiens donc, comment se fait-il que cette affaire qui, à mon sens, méritait la cour d'assises, se retrouve correctionnalisée? Est-ce que par hasard, ce serait le fait que le tireur était d'une classe supérieure et les deux gamins étaient d'une classe défavorisée? Bon, je suis convoquée chez le rédacteur en chef qui me dit, mais une décision de justice, ça ne se commente pas. Alors j'ai dit, ben oui, mais je suis désolée, mais moi je vais commenter, et je me suis bagarrée en profitant de Robert Badinter, qui lui disait aux journalistes, commentez les décisions de justice, parce qu'il voulait obtenir évidemment l'abolition de la peine de mort. Et c'est grâce aux commentaires qui sont des journalistes qui ont permis d'infuser hein, dans cette rhétorique-là dans la société, qui a permis après à Badinter de faire passer la fameuse loi que vous savez, aujourd'hui nous sommes privés de peine de mort, et c'est pour notre plus grand bonheur. Bon, deuxième affaire. Alors, pour vous dire quand même,
l'article est passé tel que je le souhaitais. Hein. Donc j'ai réussi à me bagarrer et j'y suis arrivée. Donc c'est important, vous allez voir la deuxième affaire. Hein. Donc, cour d'assises cette fois, il s'agit d'un viol d'une petite fille de 5 ans par son père ou son oncle, je ne me souviens plus. Et la présidente, il n'y en avait pas beaucoup, hein, des présidentes à l'époque de cour d'assises, c'était très rare. Il y avait une présidente de cour d'appel dans la France entière. Et au point de vue des cours d'assises, il y avait très peu de femmes aussi. Bon, cette femme-là, elle décide de faire, de prononcer des mots qui d'habitude ne se prononcent pas. Et donc elle a dit, cette petite fille présentait des excoriations sur la vulve. Moi, je suis à côté d'un collègue de la Nouvelle République, je travaille personnellement pour le Béret républicain, à Bourges, et donc mon collègue fait « Oh, mon Dieu !» Alors je lui dis « Ben oui, est-ce qu'on l'écrit ?» Donc moi, je rentre, alors pour vous dire quand même, hein, là c'était un vrai crime qui a été jugé avec toute la sévérité nécessaire, etc. Donc la question n'était pas là. Donc je rentre, j'écris mon article et j'écris « Excoriation sur la vulve ». Je savais que ça allait provoquer quelques petits soucis, vu qu'on ne prononce pas certains mots. Lequel d'après vous? Vulve. Très. Et donc, je suis convoquée à nouveau chez le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef me dit, Geneviève, franchement, il y a le mot qu'on ne peut pas prononcer. Alors, tes collègues sont choqués, hein, le correcteur, le metteur en page, les ouvriers du livre, tout le monde est choqué. J'ai dit, bon, mais d'accord, ok. Je ne mettrai pas excoriation, je mettrai coupure. Alors il me dit, mais c'est pas ça, c'est vulve. Alors j'ai dit, ah mince, mais par quoi je vais remplacer? Alors je fais semblant, hein, minou, minette, qu'est-ce que je vais dire, quoi? Alors il me dit, non, non, écoute, tu fais exprès, quoi, hein, là franchement, ça va pas. Bon. J'ai perdu. Je n'ai pas pu imposer cette fois ma vision des choses. Alors, pourquoi je vous parle de ces deux anecdotes qui vous ont fait sourire, mais qui ne sont pas si drôles que ça quand on y réfléchit? Parce que d'un côté, que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir, comme dirait l'autre. Et de l'autre côté, eh bien, il y a une pruderie, mais qui concerne surtout le corps de la femme. Et il faut bien se dire que quand on ne prononce pas certains mots, eh bien, on arrive à des extravagances. Alors, on peut remercier actuellement Gisèle Pellicot qui a fait sauter le huis clos et qui permet d'entendre enfin des mots très forts, très durs, qui sont la réalité vécue par les femmes. Hein. Donc, je voulais vous parler de ces deux anecdotes, mais aussi d'autres choses. Au moment où se passent ces deux petites anecdotes, il y a en même temps un phénomène très fort de précarisation des journalistes. En même temps, la précarisation entraîne la féminisation, évidemment. Parce qu'à partir du moment où vous avez un métier qui perd en conditions de travail, qui a un salaire qui se dégrade et qui perd en attractivité, eh bien les femmes sont surreprésentées. Ouais. C'est pareil dans le journalisme que par ailleurs. Alors, en même temps, cette précarisation, elle produit des effets très forts. Par exemple, moi je me suis bagarrée, pourquoi? Contre mon rédacteur en chef. Eh bien, parce que j'avais un CDI. J'avais un CDI et pour me virer, c'était pas facile. Hein. Je ne me serais pas laissé faire, d'autant plus j'étais déléguée syndicale hein, et secrétaire du CDI en plus. Donc ils auraient eu du mal à me virer, mais ils m'appelaient quand même la Khmer rouge à l'époque, hein, ce que j'acceptais parce que ça me faisait rire. Bon. Alors aujourd'hui, je voudrais quand même vous donner des chiffres qui sont intéressants. 142 500 journalistes en France, dont seulement 35 000 encartés, c'est-à-dire une carte de journaliste véritable, qui a été acquise à la fois par le diplôme, mais aussi par le terrain. Hein. Pour avoir une carte de presse, il faut travailler dans un journal ou travailler à la télévision dans un organe de presse. Bon. Donc aujourd'hui, il y a
les CDI, c'est-à-dire des contrats indéterminés, qui sont des contrats professionnels qui vous protègent. À votre avis, en pourcentage, combien il y en a sur ces gens-là, en pourcentage? 50%. 30%. Combien il y a de CDD? Alors, le CDD, hein, vous voyez ce que c'est un contrat qui est quand même un peu plus précaire, mais quand même qui protège un tout petit peu, mais qui est plus précaire. Combien? 24%. Encore raté, alors. Bon. Ben, le reste, c'est quoi des intéressés? Les autres, c'est les pigistes. Qu'est-ce que c'est les autres? Les pigistes. Alors, les pigistes, la précarité absolue. Hein. C'est-à-dire, on vous prend, on vous jette, vous ne convenez pas, on vous balance, etc. Donc, vous vous doutez bien. Bon, on est entré dans une forme d'ubérisation. Hein, et en plus, alors, on a quelque chose qui s'aggrave, parce que avant on avait les pigistes, mais les pigistes, ils avaient quand même un statut, bon, qui était quand même attaché au journal. Hein. Même si, par exemple, moi en tant que délégué syndical, je pouvais défendre des pigistes. Aujourd'hui, on a des auto-entrepreneurs, on a des intermittents du spectacle, carrément, et surtout la convention Syntec. Alors, je pense que vous ne la connaissez pas, parce qu'il faut être journaliste pour la connaître. Il s'agit de rédacteurs d'infos à la petite semaine. C'est-à-dire que vous avez des plateformes qui demandent à des gens, hein, tapez-moi des articles, tapez-moi des infos, etc. Bon, ces gens-là, alors ceux-là, ils n'ont pas de statut du tout. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, on est sur presque de l'esclavage, hein, des gens qu'on peut payer pour 2 heures de travail. On peut payer pour 5 heures de travail, etc. Alors, vous vous dites, mais elle défend les journalistes, quoi, elle défend sa profession. Bon, alors, oui, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont des crapules. Alors, où sont-ils? Eh bien, pas au bas de l'échelle. Parce que vous avez le bas, donc les premiers de corvée, hein, dans le journalisme aussi, les pigistes et tout ça, puis au-dessus, on a quand même des CDI qui ont encore des statuts à peu près corrects. Et puis au-dessus, alors nous avons les pigistes de luxe, hein, les freelances. Excusez du peu. Alors ceux-là, vous les voyez dans l'audiovisuel essentiellement. La plupart du temps, ils n'ont pas besoin de carte de presse. Hein. Il suffit qu'ils aient le statut de expert, quoi. Hein, expert. Alors vous en voyez plein qui viennent à la télévision, on les met autour d'une table, hein, et généralement, ils ont l'art de diffamer, l'art d'insinuer, hein, et ils sont là uniquement pour provoquer ce que tout à l'heure Romain a très bien expliqué, l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire aller vers développer la pensée dominante et la rendre incontournable. Et sur tous les plateaux, ils répètent, dans les journaux, ils répètent toujours les mêmes mots, la fameuse nomination dont il parlait tout à l'heure. Donc nous, les journalistes, on a plusieurs choix, mais on n'en a pas en réalité beaucoup. Hein. On a celui d'affronter quand on nous impose ou on nous demande des choses qui ne sont pas morales, qui vont contre les valeurs et contre aussi nos idéologies, parce qu'il y a quand même encore des journalistes d'opinion. Il y a aussi des journalistes d'investigation, d'enquête, que vous pouvez voir encore dans Cache Investigation, dans Envoyé spécial, etc. Des gens qui se bagarrent encore, mais à condition d'avoir un statut. Si vous n'avez pas le statut qui vous protège, vous avez beaucoup de mal à résister à toute cette pression. Donc vous voyez que c'est extrêmement difficile. Alors, il faut savoir quand même que dans cette profession qui s'est féminisée, parce qu'aujourd'hui, alors, 40% des cartes, des nouvelles cartes, alors je vous rappelle quand même, hein, 35% d'encartés sur 142 500 journalistes, hein, mais sur ces 35 000, il y a 40% de femmes. Donc ça, c'est un événement, enfin, une évolution absolument extraordinaire de la profession, ce n'était pas ça du tout. N'empêche que le système genré des rubriques continue. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours des camarades qui travaillent dans des journaux, notamment ceux de la PQR, alors ce qu'on appelle la PQR, presse quotidienne régionale, comme l'Indépendant, Midi Libre, etc., le Béret Républicain, où j'ai travaillé, moi, pratiquement toute ma carrière, donc j'ai fait 6 ou 7 journaux différents pour retrouver toujours le même système. Bon,
Alors, de quoi je voulais vous parler? Ben, je voulais vous parler d'aussi un autre grand basculement vers le numérique. C'est-à-dire qu'à cette période de 80 à 2000, en gros, hein, de 85 on dirait à 2000, la numérisation a produit des effets énormes. Alors, premièrement, avant, quand on nous donnait le matin, il y avait la conférence de rédaction, on nous disait, ben voilà, toi tu vas aller là, hein, tu vas rencontrer machin, puis tu vas essayer de nous ramener un article, et tu nous diras ce que vaut cet article. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut la peine de le mettre à la une, est-ce que ça vaut la peine de le mettre sur la page 2, en 2 colonnes, en 4 colonnes, une grande photo, une petite photo, bon, etc. C'était le journaliste qui avait quand même un petit peu de liberté, hein, par rapport à son sujet. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, vous avez des pages qui sont préconstruites avec, on vous dit, ben voilà, ça sera une photo sur 2 colonnes. Alors, si vous avez 40 personnes sur la photo de 2 colonnes, vous prenez votre loupe hein, pour regarder, mais il y avait qui? Bon, et ils ne chercheront pas à savoir du tout si cet article méritait mieux que ce qu'on avait prévu. D'accord? Il va falloir que vous vous adaptiez à ça. Donc, que font les journalistes qui ont disons, une certaine habitude, une certaine expérience? Ce qu'ils font, eh bien, ils essaient de prévoir à l'avance, hein, de prévoir ce que ça peut bien vouloir donner tel ou tel sujet, etc. Et ils se disent d'avance, ils essaient de se bagarrer pour avoir une place déjà un peu grande avant d'avoir fait leur investigation sur le terrain. Ensuite, quelque chose qui concerne le numérique aussi et qui a aussi influencé énormément, c'est que vous avez des journalistes qui sont passés de la presse écrite au numérique sans y connaître grand-chose, et on a parfois dans le numérique beaucoup plus de photos, que de choses écrites, parce que tout à l'heure, ce que vous a montré Romain, c'était très intéressant, parce qu'il vous a donné ceci, hein, en vous disant, bon, ben, on le lit ensemble, ou alors, ben, vous le lisez dans votre tête, et puis on en parle après, etc. Et c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de photos et de photos légendes, et il y a beaucoup plus aussi de vidéos, donc tout va très très vite. Quand il faut s'appesantir sur un texte, il faut faire l'effort. Hein. D'ailleurs, je vais vous dire ce qui se passe par rapport au fait, on va venir sur les médias alternatifs maintenant. Que se passe-t-il? En réalité, c'est que les gens regardent la photo, s'ils sont accrochés par la photo, ou si ce qui leur est présenté à la télévision les accroche, ils vont aller un petit peu plus loin. Mais si ça n'accroche pas, eh bien à ce moment-là, ils n'iront pas. Donc, la perte de sens est réelle. On se retrouve vers de l'interprétation seulement. Hein. Donc, ça, c'est très, très inquiétant. Et pour arriver à faire que les gens lisent ou pénètrent réellement dans le sujet, moi, j'ai choisi, en tant que journaliste, je fais ça comme ça. Quand je vais sur Facebook, par exemple, et que je pose des choses sur Facebook ou sur un réseau social, quel qu'il soit, et certains le savent parce qu'ils me suivent un petit peu sur Facebook, je mets une photo qui est très attirante, hein, et un commentaire. Et ce commentaire est censé attirer les gens vers l'article qui est beaucoup plus long. D'accord? Donc c'est quand même un travail compliqué. C'est un travail de journaliste, pour le coup. Mais pourtant, je défends aujourd'hui très fortement les médias alternatifs, qui eux ne sont pas toujours faits par des journalistes, parce que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir dire le monde, à pouvoir le comprendre et l'expliciter. Il faut que des gens qui ont une connaissance du terrain par la vie, par leur vie même. Et je pense à un média en particulier que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Parole d'honneur, qui est un média décolonial et avec des gens qui ne sont absolument pas des journalistes. Alors il peut y avoir des intellectuels, mais ce n'est pas obligatoire. Il peut y avoir des gens qui viennent simplement expliquer le monde qui est le leur. Et là où je te donne entièrement raison, Romain, c'est qu'on a des bourgeois
qui effectivement n'ont pas connaissance du monde, mais pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, ou pas parce qu'ils ne pourraient pas le connaître bien s'ils allaient y jeter un coup d'œil, parce qu'ils en ont tout à fait les compétences, mais parce qu'ils ne veulent pas voir ce monde, il ne les intéresse pas, et même mieux, rester aveugle à une certaine réalité, ben ça permet quand même de garder de l'estime de soi. Hein. Si on prend Gaza en particulier, effectivement, quand vous voyez comment certains, et notamment sur des médias dominants, expliquent ce conflit, comment ils le montrent, on se dit, ben, effectivement, ils ne voient rien. Ils sont aveugles, ils sont incapables, ils sont incompétents. Non. Dans le monde diplomatique, dernièrement, il y avait un article excellent qui s'appelait « L'art de la diffamation », où le journaliste, pour le coup, expliquait que certains de ses confrères lui avaient dit « On sait très bien ce qui se passe, que ce soit à Gaza, ou quand on dit que Mélenchon est antisémite, et que toute la France insoumise l'est par le coup, on sait très bien comment. On sait très bien que ce n'est pas vrai. Mais on le fait parce que c'est une idéologie qui nous convient, et nous la servons. D'accord? Donc, il préfère dire c'est comme ça en niant la réalité, et ça va maintenant de plus en plus loin. Parce que Donald Trump, lui, il va jusqu'à dire il y a les faits, mais il y a aussi les faits alternatifs. Donc, c'est-à-dire que le fait, du coup, même quand on regarde quelque chose, qu'on le voit, qu'on peut le nommer, qu'on peut l'expliciter, eh bien, on peut aussi le nier et l'interpréter autrement. Mais l'interpréter jusqu'à en faire un fait nouveau. C'est pas simplement se dire je l'interprète parce que du point de vue de mon groupe social, je l'interprète comme ça. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai dit quel est le mot qui, à votre avis, a choqué? Beaucoup ont dit vulve. Bon. Mais parce que nous sommes dans un certain groupe social, mais dans un autre, qui est plutôt un groupe de militants, mais dans un autre groupe, mettons religieux, excoriation, ça aurait eu un sens. Peut-être que c'est ce mot-là qui aurait choqué auprès d'enfants. Peut-être que le mot excoriation qui est mal compris, qui aurait pu choquer. Bon. Donc selon le groupe social où l'on se trouve, effectivement, on va pouvoir nommer plus ou moins les choses. Alors, je voulais terminer sur quelque chose là. 62% des Français suivent l'actualité avec intérêt. Alors, évidemment, c'est intéressant pour nous, mais c'est très grave aussi. Pourquoi c'est très grave? Eh bien parce que s'ils suivent l'actualité avec intérêt, malheureusement, l'actualité, elle est faite par un certain nombre de gens. Et actuellement, alors j'ai eu une information hier, et même ce matin, on me l'a reconfirmé, Josiane me l'a confirmé. Vous savez que c'est l'Arcom qui délivre les fréquences de la TNT, c'est-à-dire la possibilité pour une chaîne de télévision de pouvoir, vous allumez votre télé, vous y arrivez immédiatement. Vous n'êtes pas obligé de passer par le web, les machins, etc. Donc l'Arcom avait décidé de présélectionner un certain nombre de chaînes qui avaient le droit d'avoir une fréquence. Et il s'était dit, le média, c'est quand même un peu trop à gauche, hein, et puis sont quand même, on ne peut pas trop les maîtriser, ces gens-là, donc ils ne les ont pas présélectionnés. Seulement, ils avaient le Conseil d'État, bon, il y a quelques personnes un peu militantes, ils ont porté l'affaire au Conseil d'État, le Conseil d'État a dit, oui, c'est vrai quand même, les présélectionnés sont tous pareils, hein, et puis ils appartiennent tous à Bolloré, c'est quand même un peu inquiétant, quoi. Et là, donc, quatre chaînes présélectionnées de Bolloré se sont retirées. Notamment Céline. Exactement. Et donc, on pouvait s'attendre, d'autant plus que le Conseil d'État avait exigé de l'Arcom qu'à partir du moment où il y en avait qui se retiraient de la présélection, celles qui suivaient, hein, donc il y avait le média, et qui n'avaient pas été retenues dans la première présélection, allaient être sélectionnées à leur tour. Mais ça s'est passé autrement. L'Arcom a dit, oui ben finalement,
celles qui n'avaient pas été présélectionnées, elles vont devoir refaire tout le parcours de sélection et de présélection. Ce qui veut dire qu'au lieu d'être tout de suite présélectionné, ce qui aurait été la logique, il va falloir attendre 1 an, 2 ans, voire 10 ans, car l'ARCOM décide de la longueur qu'il faut pour décider si cette chaîne mérite ou non d'obtenir une fréquence. Donc vous imaginez bien que nous luttons contre une pieuvre, quelque chose de complètement énorme. Qu'est-ce que nous avons? Alors là, je suis d'accord, hein, nous avons, la conversation, nos réunions politiques, nos manifestations, nos tracts, nos affiches, tout ce qui nous permet de lutter contre ces médias dominants. Mais il faut quand même se dire que malgré le rouleau compresseur, alors je voudrais terminer sur une note optimiste, hein, parce qu'après on pourra lancer le débat, je voudrais terminer sur une note optimiste. Monsieur Hanouna, tout le monde connaît Monsieur Hanouna qui est tellement extraordinaire, il a fait faire un sondage, figurez-vous. Bah ouais. Un sondage auprès de ses auditeurs et téléspectateurs. Ah ouais. La question était compliquée. Êtes-vous choqué par le taux d'immigration record en France? C'est une question difficile. Alors du coup, 96,5% des auditeurs sont choqués. Ils ont dit mais on est super choqués. Malheureusement, en même temps, il y avait un sondage de l'Ipsos. Zut. Et là, seulement 18% des Français sont intéressés par le sujet d'immigration. Oh zut. Alors quels sont les sujets qui intéressent les Français? Ben dites donc, 40% la santé, 34% le pouvoir d'achat, 28% l'économie du pays mal dirigée. Monsieur le maire, zut. Et puis alors en 10e position, l'immigration quoi. En 10e position, mais quelle déception quoi. Bon, alors vous voyez que malgré le rouleau compresseur, et grâce à tout le travail des militants qui se bagarrent, et grâce à toutes les manifs que nous faisons, et notamment celle pour le soutien à Gaza, et je tiens à dire ici que pour moi, c'est fondamental, parce que j'ai commencé à me battre pour la Palestine, j'avais 13 ans, et c'était 1968. Voilà. Donc je suis particulièrement touchée par ce sujet. Je voulais terminer là-dessus. C'est quand même plutôt rassurant, parce que finalement, les Français arrivent à résister à cette pression médiatique absolument abominable. Il faut que nous soyons solides, solidaires et toujours plus intelligents, parce qu'évidemment, ils sont d'abord et avant tout des imbéciles. Bravo.